Eh bien, publier les photos d'Oussama Ben Laden mort. Comment concilier transparence et secret d'État? Je vous représente rapidement nos invités. Léa Pizarre, ancienne conseillère de Bill Clinton, docteur en sciences politiques, auteur d'Orage sur l'Atlantique aux éditions Fayard. François Durper, historien à la Sorbonne, co-auteur de L'Amérique d'Obama. Mohamed Ali Bourab, qui va nous rejoindre dans un instant, qui est aumônier musulman de la gendarmerie française. Et Éric Maigret, sociologue des médias. Alors que de nombreuses questions restent en suspens, notamment sur l'opération qui a permis de tuer Oussama Ben Laden. Lundi, le conseiller antiterroriste de Barack Obama a affirmé que Oussama Ben Laden était armé, qu'il avait tenté d'utiliser l'une de ses femmes comme bouclier humain. Et finalement, Barack Obama est revenu sur ces affirmations. Le président américain a finalement précisé que Oussama Ben Laden n'était pas armé, mais qu'il aurait exercé une résistance très vive, ce qui fait peser évidemment des doutes sur la Maison-Blanche de le capturer vivant. On revient tout de suite sur cette opération qui s'est donc déroulée au Pakistan, qui a duré une quarantaine de minutes. On revient sur cette opération en images. Les traces de combat sont visibles sur ce tapis. Voici la pièce dans laquelle l'ennemi public numéro 1 des États-Unis, Oussama Ben Laden, aurait été abattu par les forces spéciales américaines. Dans cette maison ultra sécurisée, protégée par des murs d'enceinte et des fils barbelés, située dans un quartier tranquille de la ville d'Abbottabad. Cet homme a assisté au début des opérations. Il y a d'abord eu des coups de feu et des bombardements. Puis des hélicoptères sont arrivés, des commandos sont sortis, ils ont encerclé l'enceinte, il faisait très sombre. En parlant en pachtoun, ils nous ont dit « Partez, retournez d'où vous venez ». Et ils ont commencé l'opération. L'opération dure 40 minutes au sol. En pleine nuit, des hélicoptères survolent la résidence. Les commandos pénètrent dans le bâtiment. D'après les Américains, le chef d'Al-Qaïda résiste et est abattu d'une balle en pleine tête. L'objectif était de faire face à toutes les éventualités, et si nous avions la possibilité de capturer Ben Laden vivant, s'il ne présentait aucune menace, les individus concernés étaient prêts à le prendre vivant. Oussama Ben Laden se serait d'abord servi d'une de ses femmes présentes sur le site comme bouclier humain, une information démentie lundi soir par la Maison-Blanche. L'un de ses fils, ses deux frères, sont également tués dans l'assaut. Pendant ce temps, minute par minute, Barack Obama suit le raid de la Maison-Blanche. Aucune perte humaine n'est à déplorer côté américain, seul un hélicoptère aurait été abandonné sur place. Depuis l'été, les services américains avaient minutieusement observé cette résidence de 3 étages, un complexe hautement sécurisé présentant un nombre limité de fenêtres en façade et un toit en terrasse abrité des regards. Tout y était fait pour ne pas être repéré, pas d'internet ni de téléphone. Les occupants y brûlaient même leurs ordures au lieu de bénéficier du service de ramassage. Après l'opération, le corps de Ben Laden a été emporté par les soldats et identifié par des tests ADN. Sa dépouille a ensuite été immergée en pleine mer. Léa Pizarre, vous qui avez bien connu la Maison-Blanche, comment expliquer ces confusions, ces informations contradictoires qui ont circulé? On a le sentiment que ce n'est pas très clair ce qu'on nous dit. Moi, j'ai le sentiment que c'est assez clair, mais ça nous a été relaté quasiment en temps réel. Imaginez, encore une fois, ces troupes d'élite qui arrivent dans cet endroit inconnu, hostile. Ils ne savent pas ce qui va se passer, si Ben Laden est armé ou pas. Ils n'ont aucun moyen de déterminer s'il est armé. On suspectait qu'il portait peut-être une ceinture d'explosifs. J'ai vu dans le New York Times qu'il avait une Kalachnikov à portée de la main et tout se passe en une fraction de seconde. Donc d'abord, il y a ce qui se passe sur le terrain, ça se passe très très vite. Vous savez, s'ils avaient voulu juste le tuer simplement sans risque, ils auraient pu balancer une bombe, sans mettre de troupes américaines sur le sol, ça aurait été fait. Là, il n'y aurait ni corps, ni photo, ni rien. Et ça aurait été fait sans risque, avec une mort assurée. Alors, est-ce qu'ils avaient l'intention de le tuer ou pas? On ne peut pas le savoir. Mais je pense que les troupes ont senti une menace sur le terrain. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'on décrypte quelque chose de très dense, de très compliqué, de très tendu, qui se passe dans le noir avec des coups de feu. Et on est encore en train de le décrypter et on le fera probablement pendant très longtemps. Éric Maigret. Moi, je pense que les Américains voulaient éliminer Ben Laden. Voilà. Et qu'il y a eu quand même un cafouillage communicationnel au départ, avec cette idée quand même de bien présenter les choses, légitimer l'intervention en disant que bon, peut-être qu'il y a eu légitimité de défense quand même. Du point de vue du droit international, il est admis que l'on peut abattre
lors d'un acte de guerre, un adversaire sur le territoire d'un pays en guerre. Bon, le Pakistan est dans une situation un peu intermédiaire, donc on peut capturer ou abattre quelqu'un qui est engagé dans des opérations militaires, d'une certaine façon, terroristes, et qui se défendrait. Donc je pense qu'il y a eu un cafouillage à ce niveau-là, communicationnel, dans la façon de présenter les choses. Alors, ensuite, le problème était qu'il ne fallait pas probablement bombarder toute cette maison, faire disparaître les preuves, puisque le corps est quand même indispensable. Oui, c'est vrai ce que vous dites avec Maigret. Voilà. Le problème de bombarder, c'est qu'on n'aurait plus, parce que là, en l'occurrence, ils ont trouvé beaucoup de documents, ils ont saisi des ordinateurs, des documents, des ADN aussi. Et ils ont prélevé des éléments du corps de Ben Laden, qu'ils ont conservés. Ça conservé à titre de relique, je dirais, d'une certaine façon. Donc ces éléments sont indispensables, y compris pour plus tard, pour quelle raison, pouvoir justement prouver, parce que le processus communicationnel, il ne va pas s'arrêter là. Giuliani, à mon avis, a raison. Bien sûr qu'à un moment ou à un autre, des images vont soit fuiter, soit vont être savamment orchestrées, organisées, mises en scène par les autorités américaines pour éviter des fuites plus importantes. Et on verra beaucoup de choses petit à petit. Alors peut-être tout de suite, peut-être un peu plus tard, peut-être beaucoup plus tard, mais ça va se produire très probablement. Y compris parce que les Américains ont peut-être intérêt à le faire, les autorités américaines. Donc le corps de Ben Laden, il ne fallait pas le faire disparaître. Il sert à beaucoup de choses, à prouver que l'acte a eu lieu. Il y existe tout un film qui a été tourné à bord du porte-avions américain, relatant, en fait, montrant, je dirais, l'immersion, le fait qu'on l'a jeté tout simplement à la mer. Oui, tout ça, c'est avéré, ça a été dit par les autorités américaines. Ce film n'est pas évidemment diffusé, mais tous ces éléments sont disponibles. Sans doute un jour, voilà, et donc je pense que Obama a tranché dans le sens de capturer, dit-il, ou abattre. Bon, abattre était probablement l'option numéro 1 en réalité. Ben Laden, surtout dans des conditions quand même assez difficiles de terrain, hostile, étranger, je dois dire. Mais l'idée était bien de préserver quand même les éléments, les indices, car on vit dans un monde où les choses flottent beaucoup. Même si on a besoin de communication, on a besoin des indices, y compris des indices corporels. Donc l'opération s'est faite comme ça, de façon extrêmement complexe communicationnellement et militairement dans ce sens. Alors je vous propose justement d'écouter Léon Panetta, qui est le directeur de la CIA, et qui dit justement que les soldats américains avaient l'autorisation de tuer Ben Laden. Il ne dit pas que l'ordre n'était pas de tuer Ben Laden, mais ils avaient l'autorisation sous... voilà, il y avait certaines conditions. On écoute Léon Panetta. Ils étaient autorisés à tuer Ben Laden. Et manifestement, selon les règles de l'engagement, s'il avait effectivement mis les mains en l'air, s'il s'était rendu et qu'il ne représentait plus aucune menace, alors ils devaient le capturer. Mais ils avaient toute latitude pour le tuer. Voilà, ils avaient toute latitude pour le tuer. Léa Pizarre, est-ce qu'on peut parler d'assassinat ? Techniquement, on peut le dire, ils l'ont tué. Donc je ne connais pas la définition juridique de l'assassinat, mais ils l'ont tué. Monsieur Panetta l'a dit, ils avaient l'autorisation de le faire. Je pense que nous ne sommes pas, aucun de nous n'est en mesure de dire s'ils l'ont fait exprès, quelles étaient les instructions. Est-ce qu'il allait je vois très mal levant les bras et disant je me rends, prenez-moi. On savait qu'il avait ordonné à ses gardes du corps de le tuer plutôt que de le voir pris, et on ne savait pas s'il pouvait faire sauter toute la maison. Donc encore une fois, on n'est pas en mesure, je pense, de répondre à ça. Le capturer vivant était assez complexe probablement, donc je pense que le pari n'a pas vraiment été pris. Ça aurait été un prisonnier assez encombrant quand même pour Barack Obama. Oui, en plus, ça aurait nécessité ensuite un procès, qui aurait été peut-être bienvenu d'ailleurs en réalité. Pour les familles des très victimes. Bienvenu, probablement. Aussi. Mais qui aurait représenté quelque chose de très complexe à gérer ensuite, y compris communicationnellement pour l'Amérique. Sécuritairement. Et sécuritairement aussi, certes. Donc je pense que l'option de la capture n'était pas la plus immédiatement envisagée en réalité. Oui, il y a un autre élément d'analyse, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la tergiversation autour qui suit, c'est-à-dire sur la photo ou pas la photo, qu'est-ce qu'on fait, qui montre soit qu'on a un amateurisme communicationnel qui alors qu'on avait pris la décision de l'assassiner, on n'a pas su trop quoi faire ensuite, soit qu'effectivement il n'était pas inscrit dans l'opération l'assassinat de Ben Laden, ce qui apparaît finalement le plus probable au regard de ce qui suit ensuite, c'est-à-dire de l'hésitation autour de ce que l'on fait de la dépouille, de ce que l'on fait de la photo, etc. Est-ce qu'on peut parler d'un assassinat politique ?
Assassinat politique, c'est un peu la même question qui a été posée lors de la première conférence de presse. Et la réponse qu'a donnée l'administration américaine, c'est de dire il y a eu un contexte de feu, d'échange de feu dans lequel Ben Laden a été tué. Bon, on va pas jouer sur les mots, c'est un assassinat. Et en même temps, si effectivement il n'est pas inscrit dans l'opération de tuer Ben Laden, au sens strict juridique du terme, ce n'est pas un assassinat. Le président américain qui a dit justice a été rendue. Hein. Oui, ça a été beaucoup commenté en disant ben voilà, on a une vision de la justice qui est très différente aux États-Unis parce qu'aux États-Unis on fait justice. Hein, et les États-Unis c'est quand même un État de droit et les États-Unis n'ont pas de leçons à recevoir d'autres États, en particulier de la France où la polémique a été très importante autour d'un président français n'aurait jamais prononcé de droit, mais ces mots. Qui pratique la peine de mort quand même. Hein. Alors quel État pratique la peine de mort? Le Texas pratique la peine de mort. En même temps, rappelons que le premier État à avoir aboli la peine de mort est un État américain. C'est très complexe. Les États-Unis, c'est 50 États. Hein, donc voilà. Bon. Et puis, je rappelle que dans les années 70, la peine de mort a été abolie aux États-Unis pendant 10 ans. Hein, la Cour suprême. Mais c'est très différent. Le système américain est très différent du système français, par exemple. Mohamed Ali Bourab, est-ce que ces zones d'ombre qui, pour l'instant, entourent la mort d'Oussama Ben Laden peuvent faire de lui un martyr? Je pense que non, manifestement, puisque, comme il a été dit tout à l'heure, le fait de ne pas communiquer la photo crée une représentation qui, celle-ci, est beaucoup plus puissentielle que le fait de la publier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'imaginaire va travailler tellement de manière forte en se projetant cette mort, ce cadavre, ce corps, qu'à un moment donné, on se dit, bon, il n'y a pas, si vous préférez, une cavité de résonance. Ce réceptacle-là n'est pas rempli et effectivement, il n'y a pas de lieu de martyrisation en fait, de la personne. Donc, on a obéi en fait à une logique qui consistait à éviter de mythifier, de chosifier cette personne-là, au-delà du fait de la mort de la personne intéressée. Et je pense que c'est une bonne chose. Ensuite, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez difficile. Toute opération militaire est également sujette à de multiples commentaires. Donc la question de savoir si c'est un assassinat ou non, je pense que c'est un non-sujet. C'est un non-sujet parce qu'à partir du moment où c'est une opération militaire, par conséquent, une opération militaire n'a pas à être divulguée dans toutes ses arcades de fonctionnement, la manière dont elle est montée, la mise en œuvre. Sinon, ça ne serait pas une opération militaire, ce serait simplement une opération de communication. Il faut donc bien dissocier l'opération militaire elle-même et la partie communicationnelle, comme vous l'avez évoqué, qui celle-ci peut venir se greffer, mais en tout cas, c'est deux choses différentes. Alors, un assassinat, moi je ne pense pas, ça n'est pas un assassinat. C'est une opération militaire qui s'est déroulée avec un cahier des charges propre à ce que en fait, la Maison-Blanche a décidé. Et je pense que là, on a une opération très classique. Hein. Mais je crois que l'interprétation des images du corps change suivant que, si je reprends la métaphore du début des doubles corps, suivant que le premier corps, le spirituel, celui qui imprègne une société, une politique, qui influence, je dirais, voilà, quelqu'un qui compte. Voyez, si vous voyez ce que je veux dire dans l'imaginaire, suivant que ce corps a été liquidé ou pas. Or, le corps de Ben Laden, spirituel, avait été éliminé ces derniers temps par les révolutions arabes. Bien avant qu'il meure. Bien avant qu'il meure, et par le monde arabe et musulman, en grande partie. Et il avait déjà subi une certaine dévaluation au cours du temps. Il n'inspirait plus beaucoup. Les quelques images qu'on voyait de lui, condamnant ou annonçant des choses, etc., ne faisaient plus beaucoup l'actualité d'une certaine façon. Donc ce corps avait déjà été évacué. Restait ce corps physique dont il fallait se débarrasser, si possible d'ailleurs en occultant, en tout cas dans la stratégie américaine, encore les éléments délicats que pouvait représenter une certaine matérialité. Bon, voilà, la chose est faite. On se fait débarrasser donc du corps spirituel. Enfin, c'est pas les Américains qui s'en sont débarrassés, parce que pour le coup... C'est les révolutions arabes que vous dites, et le corps. Mais moi, c'est ce que je veux signaler toujours, c'est que les Américains, on ne sait jamais quand un pays s'engage dans une guerre, s'il a vraiment raison ou tort, et quelles sont l'issue d'un conflit, etc. Bon, je n'étais pas tellement pour l'invasion de l'Irak, justement, mais le plus important aujourd'hui, dans la démocratisation du monde arabe, ce sont des mouvements, je dirais, spontanés et de l'intérieur. On ne peut pas dire que c'est une conséquence directe de l'intervention américaine en Irak et en Afghanistan. Donc, c'est d'autant plus fort, je dirais, dans la liquidation, justement, de Ben Laden. Mohamed Ali Bourab, justement,
justement sur la disparition donc, du corps spirituel. Ça, ce sont donc les révolutions arabes qui s'en sont chargées quand on vous entend, Éric Maigret. Et puis disparition du corps physique. Justement, je voudrais vous entendre là-dessus parce que vous êtes venu un peu en retard. Est-ce que vous avez été choqué par l'immersion en mer du corps d'Oussama Ben Laden? Non, vous qui êtes, je rappelle, aumônier musulman. Absolument. Donc là, si vous voulez en fait un avis, je dirais, religieux sur cette question-là, donc je n'ai pas été choqué parce que, premièrement, je n'ai pas en fait d'affinité particulière avec la personne intéressée. Ici, on l'aura bien compris. Mais ce que vous dites est juste et je vais y répondre. Lorsque vous dites que les révolutions arabes, ces aspirations démocratiques, dans les foules, dans les manifestations, on n'a pas vu. À un moment donné, on se disait, mais où sont les islamistes? Où sont les terroristes? Il n'y avait pas de photo de Ben Laden dans les rues. Et ça a été un fait marquant, indéniable. Je pense que l'opinion internationale a pu constater qu'il y avait une totale déconnexion. Mais c'est venu renforcer justement en fait, cette disparition du corps de Ben Laden. Donc cette disparition spirituelle se faisait par cette aspiration spirituelle également, c'est une spiritualité humaniste, démocrate, puisque les populations arabes n'aspiraient pas à une idéologie religieuse en voulant accéder à une marche vers un état de droit. Donc ça, c'est un premier point. Le second, la question de l'immersion du corps, si c'est ce à quoi vous faites allusion, il est clair et net, ça a été dit, et je pense que là, en fait, il y a eu une erreur d'interprétation. D'un point de vue du culte musulman, le rite qui concerne l'inhumation n'autorise pas l'immersion en mer. C'est catégorique. Il y a quelques exceptions, mais nous n'étions pas manifestement dans ces exceptions-là. Mais j'aimerais dire, à décharge ou à charge, je ne sais pas, mais l'opération militaire n'était pas un cortège funèbre. Il n'avait pas pour objet de s'occuper de la question du rituel autour de la mort de Ben Laden, fût-il musulman. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que j'ai presque envie de vous dire que l'opinion mondiale musulmane, quand bien même existera-t-elle, parce qu'il n'existe pas d'entité communautaire mondiale, ça c'est un leurre, il n'existe pas de communauté musulmane mondiale, n'a pas du tout été, en fait, je dirais, interloqué par cette question de l'immersion. Malheureusement, il y a toujours un nombre minoritaire, certes, mais de fanatiques, de terroristes, qui ont été choqués par cet aspect-là, en ne considérant pas la question comme un problème beaucoup plus global qui dépasse largement la question de l'immersion qui ne correspond pas au rite islamique, je le rappelle. On arrive à la fin de ce débat. Léa Pizarre, vous qui connaissez bien la Maison-Blanche, est-ce que vous pensez qu'on va connaître la vérité rapidement ? En tout cas, les détails de cette opération. On connaît déjà, je pense, la vérité. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va continuer à décrypter. Nous allons tous. Est-ce qu'un jour, on aura le début et la fin de l'histoire dans l'ordre On verra. On a des faits plus précis sur ce qui s'est passé. Mais on a été assez optimiste finalement dans cette heure-là sur le monde à venir. Nuançons quand même un tout petit peu. L'anti-américanisme, d'une part, n'est pas mort. Et l'anti-américanisme, d'ailleurs, ne concerne pas uniquement le monde, quand même il existerait, musulman, ou le monde arabe. J'étais quelques heures après dans un bus à côté de gens qui n'étaient ni musulmans ni arabes, qui disaient « Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait du corps de Ben Laden? C'est quand même tragique de l'avoir mis dans l'eau. » Voilà. Pourquoi? Parce que Ben Laden a incarné pendant un moment donné de l'histoire celui qui s'opposait à une toute-puissance. Et en fait, pour sortir de... Alors sans faire un mythe, mais il a incarné à un moment donné celui qui s'opposait à une toute-puissance. Et finalement, pour sortir de l'anti-américanisme, les Américains n'ont pas d'autre choix que de sortir de la toute-puissance. Et ils sont en train d'en sortir de la toute-puissance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de toute-puissance américaine. On est dans un monde post-américain, non pas parce qu'il y a une perte de puissance par une sorte de dévalorisation de la puissance, mais par partage de la puissance, c'est-à-dire par interdépendance. Voilà, c'est la fin de ce débat. Merci à vous d'être venu sur le plateau de France 24. Merci encore à Emmanuel Saint-Martin, notre correspondant qui était avec nous en direct de New York. C'est la fin de ce débat. Et on se quitte sur ces images à nouveau donc, de Barack Obama qui a déposé cette gerbe sur le site des attentats du 11 septembre. Première visite donc, de Barack Obama sur le site de Ground Zero.